Philippe Herrera, vous êtes le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, vous êtes diplomate à l'origine. Vous parlez de multipolarité nucléaire. Mais qu'est-ce que c'est que la multipolarité nucléaire et en quoi, si on en parle, est-ce que c'est un problème? La multipolarité nucléaire, elle décrit une situation de fait où vous avez davantage d'États disposant de l'arme nucléaire, mais également davantage d'États qui utilisent ces capacités nucléaires pas uniquement pour dissuader, mais parfois pour intimider, et davantage d'États qui utilisent ces capacités nucléaires dans des doctrines qui sont souvent de plus en plus ambiguës, de plus en plus opaques. Et donc, globalement, et c'est là qu'est le problème, nous avons une situation qui est plus instable, avec des risques d'escalade accrus, dans un environnement où, par ailleurs, tous les outils qu'on a patiemment mis en place pour réguler les rapports de force, pour donner davantage de prévisibilité, davantage de transparence, parfois pour créer des limitations librement consenties par les États, sont en train de s'effriter. Et donc, le problème n'est pas en tant que tel qu'il y ait plusieurs États disposant de l'arme nucléaire. Le traité de non-prolifération reconnaît 5 États dotés de l'arme nucléaire. Le problème, il vient du fait que l'augmentation du nombre de ces États, je pense en particulier à la Corée du Nord, mais pas uniquement, combinée à ces autres évolutions, crée une situation de plus en plus instable et donc de plus en plus dangereuse. Sur la prolifération, est-ce qu'on peut dire que sur les deux gros dossiers de ces dernières années, l'Iran et la Corée du Nord, que l'Iran est une réussite en matière de lutte contre la prolifération nucléaire et la Corée du Nord un échec? Et quelles conclusions peut-on en tirer? Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, l'Iran est une réussite et la Corée du Nord est un échec. Mais regardons en arrière. Lorsque l'Iran a démarré son programme nucléaire avec un volet militaire, l'Iran était dans la même situation que la Corée du Nord, c'est-à-dire un État qui a souscrit au traité de non-prolifération comme État non doté, qui a mené un programme clandestin illicite et qui, si je puis dire, s'est fait attraper. C'est grâce à 12 années de négociations, mais 12 années de négociations, y compris avec l'arrière-plan d'une politique de sanctions extrêmement lourde et extrêmement efficace, parce qu'elle a amené les responsables iraniens à faire un choix d'entrer dans la négociation qui nous a menés à l'accord du 14 juillet 2015. Donc après ces 12 années, nous avons quelque chose d'extrêmement important, une réussite, qui est un accord qui fixe des limites très claires aux activités que peut conduire l'Iran et qui nous donne, pendant la durée de vie de l'accord, des garanties sur l'absence de programme nucléaire militaire. Donc c'est une réussite, parce que nous sommes arrivés à ce résultat grâce à la diplomatie. Diplomatie au sens large, c'est-à-dire pas simplement des négociations, mais aussi une politique de sanctions efficace. Maintenant, nous devons être conscients que cet engagement, il a une durée de vie limitée. Donc la question de ce qui suit la fin de la période de validité de l'accord reste entière. Et puis, comme nous l'avons dit, y compris au niveau du président de la République, il y a un certain nombre d'autres activités de l'Iran en matière de prolifération qui sont particulièrement problématiques, et je pense en particulier au programme balistique iranien, qu'il s'agisse de son propre programme national ou des transferts de l'Iran vers d'autres pays de la région. Cela étant posé, néanmoins, oui, nous avons réussi à traiter une crise de prolifération par la diplomatie de manière efficace. Et donc c'est important que cet accord reste en vigueur. Et alors pourquoi ça ne marche pas ou ça n'a pas marché avec la Corée du Nord? Dans le cas de la Corée du Nord, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que, s'agissant des outils qui étaient à notre disposition, et en particulier de l'outil des sanctions, qui est un outil qui n'est pas une fin en lui-même, l'économie nord-coréenne, qui est beaucoup plus fermée que l'économie iranienne, le pays n'a rien à voir,
est beaucoup plus imperméable, d'une certaine manière, aux sanctions. Ça ne veut pas dire que les sanctions n'ont pas d'efficacité, mais ça veut dire que nous n'avons pas réussi jusqu'ici à créer une pression suffisante pour que le régime nord-coréen entre dans une discussion sur ses propres capacités nucléaires et balistiques. Si nous voulons y parvenir, si nous voulons avoir dans le dossier nord-coréen un succès comme dans le dossier iranien, ce qui est indispensable, c'est de maintenir l'unité de la communauté internationale. Et de ce point de vue-là, le rôle de la Russie, mais encore plus de la Chine, sera absolument clé, en particulier s'agissant des échanges bilatéraux entre la Chine et la Corée du Nord. Mais ce sera indispensable aussi de poursuivre cette politique d'augmentation de pression, pour avoir une pression véritablement maximale, pour ouvrir la possibilité, peut-être un jour, d'ouvrir une négociation. Jusqu'ici, le fait est que nous n'y sommes pas parvenus. Et sans vouloir réécrire ou refaire l'histoire, je vois quand même deux choses. La première, c'est qu'en 2003, la Corée du Nord a parfaitement choisi le moment où il allait franchir certains pas, certains seuils, y compris le retrait du TNP, du traité de non-prolifération nucléaire, pour qu'il coïncide avec des moments de la crise irakienne. Donc ils ont profité de l'obsession américaine sur les ADM en Irak et de l'absence de volonté américaine de traiter le dossier nord-coréen au Conseil de sécurité pour franchir des jalons irréversibles. Et d'une certaine manière, la Corée du Nord a aussi profité de l'excès inverse, si on peut dire, qui était la politique de l'administration américaine en 1994, lors de la première crise nucléaire nord-coréenne, en tirant bénéfice d'une certaine naïveté peut-être, lorsque les États-Unis ont conclu un accord, grâce à un effort diplomatique, mais qui était un accord qui n'était pas robuste en termes de vérification, et qui a donné à la Corée du Nord les avantages d'une issue diplomatique sans qu'elle n'ait à respecter les contraintes. Au-delà de la question de la prolifération, il y a celle des vieilles puissances nucléaires, dont la Russie. Vous semblez craindre la nouvelle posture nucléaire de la Russie. Pourquoi ? La Russie est effectivement un État doté de l'arme nucléaire au sens du traité de non-prolifération, un membre permanent du Conseil de sécurité, comme vous dites, une ancienne puissance nucléaire. Ce qui est nouveau, c'est une utilisation de l'arme nucléaire dans une politique plus large d'intimidation stratégique. La revue stratégique de défense et de sécurité nationale, qui a été approuvée par le président de la République au mois d'octobre, dit les choses de manière très, très claire. Le comportement russe aujourd'hui est le comportement d'une puissance qui cherche d'une part à miner, à déconstruire l'architecture de sécurité européenne, c'est-à-dire à remettre en cause les outils que nous avons mis en place ensemble avec la Russie et pour certains avec l'Union soviétique pour donner davantage de prévisibilité, de transparence, de limitation dans certains domaines en matière de sécurité et de défense, y compris en matière nucléaire. Donc, cet effort-là est déstabilisant pour notre sécurité et je dirais même pour notre sécurité collective. Et le deuxième élément qui est préoccupant et qui est nouveau, c'est l'utilisation, comme je le disais, d'une rhétorique nucléaire à l'appui d'une politique d'affirmation de puissance. Et ce sont ces deux éléments que nous considérons comme étant particulièrement déstabilisants et qui ne correspondent pas, de notre point de vue, à ce qui doit être le comportement d'une puissance nucléaire responsable.